Bonjour les amis. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Oh, bah, ça va bien. Ah bah ça va Alors, toujours comme avant. Je me suis trompée dans mon introduction parce que je voulais plutôt faire bonjour les amis. Parce que c'est un film d'horreur. Parce qu'on va parler d'un cycle très particulier C'est vrai. consacré aux adaptations de Stephen King, le célèbre auteur américain qui a pondu 1 milliard de romans Voilà, et de nouvelles. Obama. Obama, il a décimé la forêt amazonienne à lui tout seul avec ses livres de merde. Oh non! Ça va être l'angle d'ailleurs de notre émission. Voilà. L'impact carbone de cet enfoiré Stephen King. Il faut qu'on en parle. Alors bien sûr, on va pas pouvoir faire le tour de toutes les adaptations qui ont été faites de ces romans ou de ces nouvelles, mais quand même on vous a sélectionné quelques films et on se retrouve juste après le générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, rebonjour tout le monde. Pour ce premier épisode, on a décidé de vous parler du premier roman de Stephen King, Carrie, et plus précisément de son adaptation au cinéma, Carrie au bal du diable, film américain réalisé par Brian De Palma, le seul l'unique, en 1976. Alors les garçons, peut-être, avant de dire ce qu'on en a pensé, Quentin, est-ce que tu peux, parce que là je l'attends avec grande impatience, nous pitcher, Carrie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce film? Alors Carrie, c'est l'histoire d'une fille qui se touche dans la douche. Ah bah, on va être obligé Instant regret. on va être obligé d'en parler parce que excusez-moi, mais moi j'avais oublié un tout petit peu ce début. Il est quand même chaud de chaud. Mais à part ça, alors Carrie a ses règles. C'est une chose qui arrive. On dirait les Martines. Oui, Carrie Dagneau a ses règles et ça déclenche parce qu'il faut quand même bien comprendre qu'il y a un lien de cause à effet en devenant une femme. Si tant est qu'on devienne une femme au moment où on a ses règles, c'est un autre débat. Très hors sujet d'ailleurs. Très hors sujet, mais bon, je veux dire, c'est appuyé quand même cette histoire. Oui. Donc, bon, C'est bref. un peu sujet du film. Voilà. Donc c'est pas hors sujet. Et donc voilà, donc merde. Bon, elle découvre à son grand dame qu'elle a les pouvoirs de télékinésie. Et oui, l'accent allemand se justifiait pour la télékinésie. Et bon, c'est une jeune fille en souffrance, très isolée et peu populaire. D'ailleurs, elle côtoie des jeunes filles, elle est au lycée, même si cette brave Sissy Spacek avait déjà 26 ans quand elle a tourné le film. Mais bon, elles sont censées être au lycée et vraiment les gens sont pas gentils. Et il va se passer une chose, c'est que elles vont se faire disputer, ses copines, parce qu'elles ont été très méchantes avec elle. On en reparlera quand on parlera du film vraiment. Certaines vont être un peu plus gentilles, etc. On va lui proposer d'aller au bal de fin d'année. Et évidemment, pour certains, c'est un acte gentil, vraiment, pour essayer de la faire rentrer un peu dans le groupe. Et puis pour d'autres, c'est l'occasion de pouvoir se venger d'elle. Et évidemment, ça va très très mal finir. Tout à fait. Ça va devenir le bal du diable. Ou dans d'autres, voilà. Titre vraiment français, chier, oui, vraiment grossier comme beaucoup de titres français. Bal du diable. Alors, Ah, dis donc, un petit flottement. Ah bah oui, il y a un plus flottement. longtemps. Qu'est-ce que On t'as- va le laisser, on va le laisser dans va l'émission. laisser. Bon, bah alors c'est parti. Alors moi je lance sur un truc justement. Je Alors. lance, puisque c'était le pitch. Et donc tout de suite, j'ai envie de dire, le film s'ouvre avec une sensualité mêlée de sexualité non dissimulée sur un long travelling au ralenti, montrant ni plus ni moins que, alors, des adultes en réalité pour ce qui est du tournage, mais pour ce qui est de l'histoire, des lycéennes, alors plutôt en fin de lycée, puisque je crois qu'on en entend certaines qui disent où est-ce qu'elles devraient partir après à la fac. Oui, parce qu'il y a le Mais, fameux bal il y a justement le bal de de fin de promo, scolarité. machin, mais qui sont ni plus ni moins qu'à poil, et dans un ralenti qui n'est pas sans faire penser au grand moment, à la grande époque des films érotiques quand même. Plus Il y a- la petite musique un plus peu. la musique de lente. Pino Pino classique. Donaggio Ah oui, oui, oui. sort ses meilleures notes de piano pour... Alors ça s'appelle Sonate pour un film pornographique des années 80. Il était en avance en 75. C'est terrible. À savoir qu'à la base, les producteurs voulaient mettre sur cette scène la musique de bal à la fin, qui est une musique vraiment à l'eau de rose, vraiment la Oui. musique quand ils dansent, Carrie et je sais plus comment il s'appelle. Tommy. le perso- Tommy. Donc ça aurait été encore pire pour Oui. le coup. De Palma a un peu dû se battre pour garder cette musique.
Mais c'est vrai que en 75, il y a une forme de liberté de ton, d'approche, parce que effectivement, c'est explicitement érotique et en même temps, ça introduit un climat qui va être le terrain d'une rupture avec la scène très violente qui suit. Complètement. Puisque Carrie a ses règles et en fait, on peut le dire, hein, comme elle grandit avec une mère très tarée. religieuse, complètement folle, qui est jouée par une absolument géniale Piper Laurie. Que nous Qui connaissons sort de... plus ou moins, moi pour Twin Peaks. Voilà. Ah oui, Ouais, non. je ne savais pas si ça allait être autre chose. Oui, voilà, elle a ses règles et du coup elle sait pas ce que c'est. Elle et a ça très peur. ouvre le film sur la marginalisation de Carrie à tous les étages, et en fait on comprend par ce moment qu'elle rentre dans un âge particulier, on comprend aussi sa marginalisation, on comprend l'origine, une origine en tout cas de ses pouvoirs. Même si De Palma a coupé tout un tas d'explications qui étaient dans le livre, des explications complètement surnaturelles, et notamment il a tourné une séquence où on voit l'enfance de Carrie, où on voit que son pouvoir était déjà actif dans son enfance, et il l'a coupé. Même si Oui, je parce trouvais que ça très bien. là, on a l'impression que ça arrive à ce moment-là, parce que Ouais. quand elle est dans le bureau du Ça fait proviseur, partie de son devenir femme. elle a, voilà, elle découvre. Enfin, il y a des trucs qui ont l'air de l'effrayer un peu sur ses pouvoirs tout à coup arrivés. Et donc bon, cette scène de début, évidemment, outre le fait que tout le monde est à poil, la caméra va bien dans un grand bain de vapeur nous montrer si se passait en train, je suis désolé, de se toucher. Non, elle se lave. Elle se lave. Alors moi, je me lave tous les jours avec. Tu te laves pas comme ça, toi. Moins de sensualité, moins de sensualité. Et Après, t'as pas la chance d'être filmé par Brian De Palma à non, chaque douche, et donc, j'ai pas les fesses de Sissy Spacek non plus. Encore que. Bon, et puis alors là, ça va être le petit truc. La sororité en prend un coup dans sa gueule, punaise. puisqu'évidemment, bon, c'est presque, en plus, c'est pour l'histoire, parce que je suis pas sûr que autant de gens méchants existent quand même sur cette planète, mais peut-être que si quand même, mais on sait jamais parce qu'il y a quand même beaucoup de connards. Mais donc pour le dire quoi, c'est-à-dire que comme elle est effrayée, mais vraiment terrorisée par ce qui lui arrive, c'est-à-dire cette perte de sang, elle part comme ça, comme une folle, voilà, comme une furie, vers ses copines avec les mains ensanglantées. Qu'est-ce qui m'arrive? Et donc, surtout à l'instigation de cette sale pute de... voilà, c'est une sale le crise. mot est lancé. Voilà, crise du début à la fin, c'est une grosse salope, bon, qui va donc se moquer d'elle, et elles vont toutes lui jeter des serviettes hygiéniques comme ça. Enfin, c'est un peu le cauchemar dont on se réveille en transpirant la nuit, c'est-à-dire tout le monde qui est là à faire... Bon, donc bon, Ce qui reviendra plusieurs fois dans le ce qui film. reviendra évidemment, oui, parce que là la boucle est bien bouclée quoi dans le film. Mais donc ça commence comme ça et ça nous permet de comprendre que elle est complètement ostracisée et il va y avoir la prof de gym, comme quoi tous les profs de gym sont pas des connards. Le mot prend cher pour l'instant. La prof de PS qui elle va quand même être un peu une sorte de mère de substitution parce que sa mère est tavelée, voilà, c'est une folle de Dieu et complètement intégriste quoi. Ouais, complètement. Voilà. Donc voilà, c'est le début du film. Voilà, ça se passe bien. Tranquillement. Je commence souvent mes phrases par mais c'est pour transitionner. Quentin, il s'est tout fait avec son café. Je fais l'audio-description. Alors, c'est le premier succès de Brian De Palma, qui adapte le premier roman de Stephen King, qui a été un best-seller presque immédiat, même si De Palma, dans des interviews après, dit oui, alors en fait, la sortie poche coïncidait avec la sortie du film. C'est le film qui a donné de la visibilité au bouquin. Calmos, Brian. Franchement, des fois, il prend la confiance. Je l'aime bien, mais calme-toi, Brian, quand même. Donc, assez intéressant de voir qu'il y a une espèce de rencontre entre ces deux auteurs qui est liée à tout un tas de coïncidences, finalement, parce que dans le bouquin d'entretien qui a été consacré à De Palma par les deux critiques, c'est Laurent Vachaud et... Tic et toc. Et tic et tac, j'ai oublié le nom du deuxième, désolé. Jacques Chaban-Delmas. C'est publié chez Carlotta, en tout cas. Et De Palma raconte qu'en fait il était à la salle de gym et que quelqu'un lui dit tu devrais lire, il y a un roman pas mal qui est sorti. Du coup il va acheter Carrie dans un magasin, il fait ouais c'est bien. Et il arrive à acquérir les droits, il va l'adapter, mais sans avoir un amour particulier pour Stephen King qui à cette époque-là débute. Donc c'est marrant de voir, enfin au moins intéressant, à défaut d'être drôle, que il y a deux auteurs assez importants des années 70 qui émergent un peu en même temps, dans un contexte aussi où l'horreur prend une place nouvelle, parce qu'à ce moment-là, on a quand même les succès de L'Exorciste de Friedkin et La Malédiction qui ont affirmé l'horreur comme un genre qui peut avoir du succès, même si Carrie va longtemps être traité comme une série B,
Ah ouais va avoir un joli succès, mais va être vu plutôt comme un film de deuxième catégorie, alors qu'aujourd'hui, on le voit plutôt comme un des grands films de De Palma, un des grands films d'horreur tout court, et puis même un film très bon tout court. Je sais pas si c'est ce que vous pensez aussi. Moi, je dirais simplement que je trouve que c'est un film d'horreur réussi, mais par ailleurs, peut-être ce que le film réussit le plus, c'est le traitement de son personnage par rapport à la jeunesse, à l'adolescence. Et moi, je le vois presque plus comme un teen movie vraiment abouti que comme un simple film d'horreur efficace. Parce que par ailleurs, ça fait pas très très peur. Non. Même si Sissy Spacek a un visage souvent très inquiétant et que ça participe à cette ambiance creepy du film, notamment ce truc religieux un peu pesant. Oui. Complètement. Et puis en plus, je trouve qu'on retrouve bien les thématiques un peu privilégiées de Palma dans ce film. Alors je sais pas trop au niveau de sa filmographie, ça arrive quand. Et je n'ai pas lu le Carrie de Stephen King, mais je sais que dans Dracula... Non, Il est tout à fait fidèle au roman de Bram Il faut Stoker. savoir que le Carrie de Palma est très fidèle au roman de Bram Stoker. Mais voilà, on a ces thématiques du corps, du voyeurisme un peu, et puis ces split screen à la fin qui, moi, je trouve... en revoyant le film, je l'ai trouvé un peu longué sur vraiment la bonne moitié du film. Mais par contre, cette scène finale, elle est vraiment d'anthologie, quoi. Je la trouve vraiment très très bien exécutée. Donc pour être plus clair, pour spoiler complètement, Carrie arrive au bal, elle est élue Reine du bal avec Tommy qui l'accompagne parce qu'il y a eu tricherie. Mais eux ne le savent pas, ni elle ni Tommy. Tout à fait. Et Tommy a l'air plutôt sincère avec elle à la fin. Il est adorable, en en plus. mignon. Il est choupi. On le suspecte même de peut-être tomber amoureux d'elle, alors qu'il est censé être avec l'autre, la petite brune, qui elle-même ne sait pas en fait que ça va tourner. Elle, en fait, moi j'ai mis du temps à comprendre, mais elle veut vraiment que Carrie soit heureuse. En fait. Et donc la grognasse du début là, qui lui achetait des serviettes hygiéniques dans la tronche. Vous avez un réservoir de vocabulaire pour parler mal de ce personnage. Ma maman, elle va écouter, elle va me dire: oh, t'as encore dit des gros mots dans le podcast. Bon, pardon maman. Comme ça. Non, vraiment pas. Et donc bref, cette blonde, elle a... T'as dit quoi? Chris, elle s'appelle. Chris, pardon. Cette pute là. Nancy Allen, Chris, enfin tu sais plus quoi. Jean-François Zigel. Chris, elle a mis en place un stratagème pour mettre un gros seau de sang de porc, je crois, ou de au-dessus de la scène pour que justement, quand Carrie sera devant tout le monde, elle se prendra un gros seau dans la tronche. Ce qui va bien faire rire tout le monde, sauf que non, ça fait pas rire tout le monde, ça fait rire vraiment les gogoles du début. Mais finalement, les gens avaient l'air plutôt contents pour Carrie, qu'elle soit un peu sur le devant de la scène, qu'elle ait l'air de s'épanouir un peu plus. Et Carrie, dans son excès de folie, et je pense dans son traumatisme aussi de tout ce qu'elle a traversé, a l'impression que tout le monde se fout de sa gueule dans l'assemblée et commence à péter les plombs, avec ses pouvoirs magiques, fermer toutes les portes comme ça, et à faire foutre le feu, et avec son regard comme ça qu'on voit dans le split screen. Alors le split screen, pour faire un peu... Le split screen, pour ceux qui ne savent pas. Qu'est-ce que c'est? Le point technique. Je fais la musique de fond. C'est lorsque, en fait, l'écran est coupé en deux par une barre, enfin je sais pas trop comment le dire, et on voit deux images en même temps, et ça aussi c'est vraiment un effet technique que De Palma reprend beaucoup dans ses films. Et il a pas, d'ailleurs, il est à la revoyure quelques années après, il a dit qu'il trouvait ce split screen plutôt raté et que à refaire, il le referait pas comme ça. Ah ouais. Parce que il l'avait fait déjà dans Sœur de sang qui était sorti un petit peu avant, ou alors à peu près à la même époque en fait, qui était un film d'horreur qu'il avait fait un petit peu avant. Et le split screen est beaucoup plus élaboré et il trouve simplement que pour des scènes d'action, le split screen se prête pas vraiment à intégrer le spectateur. Ah ouais. Il dit dans la même interview que j'arrête pas de citer que ça crée une trop grande distance entre le spectateur et ce qui se passe à l'écran. D'accord. Bah moi je l'ai trouvé super justement quand on a ces gros plans avec Carrie qui justement bouge les yeux et puis à côté tu vois l'action qui est en train de se passer. Enfin moi je trouve j'aime beaucoup cette scène. Pas vraiment scène finale, mais vraiment scène qui apparaît vraiment à la fin du film. Et je sais plus du tout pourquoi je parlais de ça. Pour dire que la fin, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui arrive à tous ces gens? Ils meurent dans d'affreuses souffrances. A priori, rien ne nous permet d'imaginer qu'il y ait eu, à part la brune, dont je retrouve pas le nom, Sue, ça y est, c'est écrit en dessous de moi, Sue, donc qui a prêté son compagnon finalement pour la soirée, qui est mise dehors par Mrs. Collins, la prof de PS, sport, parce qu'elle pense que c'est elle qui voulait faire un sale coup, donc elle la fout dehors, mais ce faisant, elle la sauve, parce que a priori, tous
meurt dans ce Sauf, truc-là. mais il y a les deux qui ont fomenté le coup avec Parce John qu'ils Travolta. ils sont arrivés, donc Chris Formidable, et Travolta, Travolta. ils arrivent à se tirer, parce qu'ils sont ailleurs, ils arrivent à se tirer in extremis avant que les portes se ferment et tout. Ouais. Mais a priori, tous, même les gentils, Ouais. meurent là-dedans. Miss Collins meurt, a Ouais. priori. Tommy, qui pourtant en plus, vraiment peut pas être accusé d'être coupable parce qu'il s'est pris le seau, lui, dans la gueule. Donc il s'évanouit. Et a priori, comme tout brûle, tout le monde est mort. Et c'est ça, ce sont les morts injustes. Il y en a toujours souvent. Enfin, il y en a souvent dans les films. Celle-ci, elle est... Et pour le coup, un truc un peu à la Stephen King, c'est qu'il y a quand même une forme de cruauté. On en reparlera peut-être des morts cruelles et surprenantes dans d'autres films, parce qu'il y en a une, moi, qui m'a traumatisé quand j'ai revu le film. J'en reparlerai au moment voulu, mais il y a quand même souvent un truc assez cruel, injuste dans les punitions, qui traduit aussi sans doute une vision assez obscure et sombre de l'humanité, qui traverse un peu toute l'œuvre de King, avec cette idée au fond que la souffrance engendre plus de souffrance, et il y a une espèce de boucle infernale qui ne s'arrêtera jamais, ou qui s'arrêtera en fait dans la souffrance, la mort, la destruction. Puisque à la base dans le roman ça va encore plus loin. Carrie elle détruit toute la ville, et De Palma l'a pas fait pour des raisons de budget, et donc il s'est resserré sur ce gymnase où a lieu la fête, avec dans l'idée que le monde de Carrie de toute manière c'est surtout le lycée, sa scolarité et sa maison qui à la fin est détruite aussi. Oui. Et elle tue sa mère. Voilà, sa mère elle qui la se rend crucifie. compte Elle la crucifie, ça fait Elle en fait plaisir. une espèce de Saint-Sébastien, là où dans le roman elle meurt d'une crise cardiaque. Et d'ailleurs c'est pas mal parce que ça permet un peu de voir comment Brian De Palma a pensé les choses. C'est que quand il a lu le roman, il s'est dit c'est intéressant ce que c'est visuel, et De Palma c'est un cinéaste du visible. Non seulement il est très visuel dans son approche de la mise en scène, et c'est même un des thèmes centraux. Je veux dire, Carrie c'est littéralement un personnage qui souffre de tous les regards qui se portent sur elle, et qui en retour va tuer avec le regard qu'elle va porter sur les autres, puisqu'elle tue en regardant et en fixant avec son pouvoir télékinésique ce qu'elle voit autour d'elle. Et donc attendez, j'allais où avec cette le pouvoir de l'image, oui, c'était un oui, très visuel. Voilà, c'est très visuel, et pour le coup, typiquement la mère dans le roman, elle meurt d'une crise cardiaque, et il s'est dit non, c'est pas assez visuel, donc il en fait une crucifixion complètement exubérante où le truc c'est à la limite du manga, quoi. Mais en fait, abusé. qu'on voit, parce qu'au début du film, sa mère l'enferme dans un espèce de cagibi. Et elle doit prier sur une icône de Jésus, quoi, grosso modo. Qui a les yeux qui brillent. Qui a les yeux qui brillent, qui est terrifiant, qui est hyper flippant. Et qui a des sortes de flèches à l'intérieur de son ventre. Et en fait, les couteaux sont disposés de la même façon. Est-ce que c'est un Christ ou un Saint-Sébastien? Oui, c'est ça. Oui, en fait, ça ressemble. Il a la tronche du Christ. Je suis pas théologien. Mais oui, c'est la représentation qu'on connaît bien en peinture avec ce crucifié. Enfin, ce ligoté plutôt, qui est traversé par des flèches. Là, en revanche, c'est vrai qu'elle est crucifiée. C'est-à-dire qu'elle a vraiment un bras, bon, pas tout à fait exactement bien comme il faut parallèle. Après, je crois que la lecture, pour le coup, de l'iconographie chrétienne et catholique de Palma reste assez, dans le film, superficielle. Enfin, il y a cette idée qu'elle est très pieuse, qu'il y a toute une imagerie qui renvoie à l'expiation par la souffrance du corps qu'elle impose à sa fille, parce que, pour le coup, les souffrances qu'elle lui impose, elles sont morales, parce qu'elle l'enferme dans une vision du monde extrêmement négative, et où la bulle vise à s'extirper d'une violence du monde qu'on pense comme acquise, quoi. C'est en gros tout le monde est mauvais. En faisant ça, je te protège de la malhonnêteté, de la violence du monde extérieur. Et en même temps, c'est ce qui va créer son éloignement physique du monde. Et quand elle l'enferme dans le placard, elle est censée la protéger, mais elle lui crée une souffrance un traumatisme et physique, parce que, je sais pas si vous avez déjà été enfermé dans un tout petit espace. Je vous le souhaite pas. Moi, je suis claustro, donc c'est mort déjà. Ouais, c'est pas très agréable, quoi. Et du coup, il y a toute cette imagerie et cette idée très catho, quoi, de on se rachète de nos péchés en souffrant, quoi. Oui, le dolorisme. Sauf qu'à la fin, tout sort, tout explose, et en fait toute cette souffrance intériorisée va gicler sur les personnages, et j'emploie le mot gicler à bon escient parce que, sans être un déluge de gore, la fin est quand même particulièrement brutale et cruelle. Et du coup on reboucle avec ce qu'on disait avant, c'est que le film est quand même traversé d'une cruauté qui le maintient dans une forme de vivacité émotionnelle, parce que même si le film n'est pas terrifiant, qu'il y a peut-être des choses qui ont un petit peu vieilli, j'aime pas trop d'ailleurs cette expression, pour le coup, là où le film reste assez vivace et assez impressionnant, c'est qu'il est chargé d'une espèce de puissance dans le traitement des personnages, dans la sincérité qui lui fait tenir plutôt le coup, parce que les personnages sont vraiment touchants, et la cruauté du coup que le film leur fait subir reste assez choquante. Notamment ce prof à la fin qui se prend une espèce de rampe
spots qui servent à éclairer le bal. C'est on la n'a prof pas envie de le voir mourir. C'est ce la prof, personnage. c'est Oui. la prof de sport Oui, qui oui, se oui. prend Ouais, la c'est- poutre. C'est impactant, quoi. On va faire des bruits. De Funès, Il se prend le- ouais, Et là, il se prend le. alors oui, c'est injuste. Et je sais, pourquoi on en parlera pour un autre film. Dans Les Morts Injustes et tout à fait cruel. Enfin, Mais, il n'y a pas de rédemption, quoi. Ouais, moi j'avoue que je suis mal à l'aise avec ça. J'en parle de Ah manière oui. un peu détachée, mais En vrai on parlera sans doute de Stephen King au fur et à mesure. oui. Mais ça, moi, c'est un truc qui me gêne chez Stephen King, par exemple. C'est cette noirceur omniprésente où il y a quasiment pas d'horizon et Oui, à puis la presque fin, la une, seule une solution, c'est complaisance que tout le monde meurt. peut-être une complaisance dans Puis De Palma l'assassinat, aide quoi. pas parce qu'il aime plutôt bien filmer la violence. Oui. Alors justement, par rapport à ce film-là, ce qu'on pourrait dire, ce qui est amusant, c'est que, enfin amusant, je sais pas si c'est amusant, mais De Palma, c'est toujours un cours de cinéma, quoi. Dès que tu vois un de ses films, alors ce qui peut faire que ça fait un peu chier parfois, même si tout est, parce que c'est quand même c'est un surdoué, quoi. Je veux dire, tout est toujours impeccable. On a parlé du split screen, on pourrait parler du split diopter, le truc aussi qu'il utilise beaucoup, où on devrait avoir une profondeur de champ qui rend flou quelqu'un, mais en fait, comme c'est en deux plans différents recollés, on voit net au premier plan, net au deuxième plan. Moi, j'aime toujours bien cet effet. Je trouve que c'est souvent quand Il c'est bien renvoie à une utilisé. époque très précise Ouais, du ouais. cinéma en plus. C'est quand même assez chouette, je trouve, comme truc. Et puis alors, les références, évidemment, parce qu'on le sait, amoureux d'Hitchcock et tout, bon, clairement, il y a les violons de Psychose, ni plus ni moins. Oui. Je pense, Il voulait Bernard Herrmann pour la BO Eh et ouais. Herrmann est mort en 75, juste après avoir terminé la BO de Taxi Driver. Et oui, c'est ça, il a C'est fini pour ça avec qu'il y a cette Scorsese, trace. Voilà. C'est Pino Donaggio, je le recite parce que moi je trouve la BO de Carrie formidable, notamment toute la musique du suspense avec le saut, qui est une montée de tension avec des violons. Je trouve que c'est assez impeccable, mais il y a une trace Ouais. hermannienne. Même la scène de la douche avec ses gros plans sur Carrie qui est Ouais, oui, complètement complètement. effrayée, ça fait un peu. Ça c'est de la penser aussi citation à- ouais. presque pure et dure. comme il aime bien. Et bah c'est ça que j'allais dire, c'est cette scène qu'on pourrait quand même presque trouver un poil longue, c'est-à-dire parce que ça part au ralenti en plus, donc ça y est, c'est la reine, il faut aller jusqu'à cette scène et ça n'en finit pas de durer. Mais en revanche, on peut pas dire qu'en termes de leçons de cinéma, la tension qui monte, même si c'est vraiment accentué, et donc on pourrait en ricaner un peu en disant bah, c'est bon, on a compris, elle prend au trip quand C'est même. du bel hein. ouvrage. C'est du bel ouvrage, un bel ouvrage, comme moi l'aime, quoi. Parce que là, on se dit, oh putain, on sait ce qui va se passer. C'est ce fameux truc où c'est du suspense, pas de la surprise. On sait très bien ce qui va se passer et ça n'arrive pas, c'est repoussé. Donc en fait, bon, au moment où ça arrive, t'es presque délivré. En fait, tu dis enfin, ça y est. Et bon, bah, sauf que quand tu l'as déjà vu, tu sais que ça va mal se mettre, quoi. Mais c'est, oui, non, on peut pas dire que, enfin, c'est bien fait, quoi. C'est bien fait. C'est pour ça que. Excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais simplement dire que c'est pour ça aussi que je trouve que le film peut être daté visuellement sans être un défaut, et qu'en même temps, ce qui fait qu'il tient plutôt bien, c'est que ça repose sur des procédés finalement très simples, et notamment en termes de suspense, etc. C'est vraiment de l'ouvrage, une espèce d'horlogerie assez simple au final, avec une musique qui monte en tension, l'arrangement des plans, le montage. Il y a très peu d'effets dans le. Oui. dans le film. Bah, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, ça tombe bien. Moi, j'avais vu au cinéma l'adaptation de Carrie de Palma par un autre réalisateur que j'ai oublié avec l'actrice Chloé. Glass Moretz. Ouais, oui. C'était un remake. C'était pas, ça marchait pas en fait. Enfin, c'était. Gros, c'était à chier, je crois, Ouais, on peut le c'était vraiment. En fait, c'est vrai que quand t'as plus Sissy Spacek, qui incarne vraiment quelque chose de troublant, d'effrayant aussi. Là, tu nous trouves une actrice avec une bouille adorable. Enfin, bon, ça marche pas trop. Et même le regard de Palma, ça fait le film aussi, tu vois, alors que sur l'adaptation... Oui, mes voisins sont en train de péter un plomb. Voilà. Ouais, je sais pas si on marche l'entend. comme des- Ça va apporter un petit quelque chose. En Nous, plus avec Carrie. ça nous tend. Ouais. Mais c'est vrai que Sissy Spacek, elle a complètement figé un truc. Hein. Ouais. Le personnage, c'est quand même difficile après C'est clair. de le réimaginer avec un autre visage qui, en fait, synthétise et condense en un visage à la fois la cruauté, la souffrance, la froideur, et en même temps une émotion qui ne demande qu'à être Complètement. extériorisée. C'est un visage à la fois plein d'amour, un amour qui n'arrive pas à se concrétiser, et en même temps une espèce de fatalité complètement glaciale. Et c'est rigolo, on en parlait avec Quentin il y a pas longtemps concernant Bella Ramsey, celle qui joue dans The Last of Us et Oui. Game of Thrones.
parce qu'on disait qu'elle est pas particulièrement belle, mais par contre, elle incarne le personnage avec brio, quoi. Elle est Maintenant vraiment, qu'on a fini la série, en plus, on ouais, le ouais. confirme. Mais oui, c'était le truc qu'on dit toujours, enfin souvent, pour les hommes, on dit « Ah, il a une gueule ». On le dit pas pour les femmes, parce que les femmes, c'est censé être joli et ferme ta gueule. Et là, si c'est passé, typiquement, on peut dire qu'elle a une gueule. C'est-à-dire elle est entre, oui, une sorte de beauté, mais un truc qui dérange, qui est un peu glacial, qui fait que là, pour le coup, contrairement à ce qu'on avait dit sur James Dean, enfin moi surtout, là, elle a 26 ans, donc elle a pas du tout l'âge de son rôle, mais peut-être parce que c'est plutôt une petite taille, une petite femme, etc. Elle a quelque chose d'encore un peu angélique. De candide, un peu, oui, qui passe. Alors, c'est vrai qu'on a aussi toujours ce problème de transposition. Pourtant, c'est bien le même âge, hein, le départ à la fac chez les Américains, mais le truc des voitures qu'on n'a pas en France, par exemple, c'est qu'ils ont leur permis à 2 ans et demi. Et là, Chris est paumé dans ces films. Mais ils sont où? Ils ont quel âge? Qu'est-ce qu'ils T'as font? l'impression qu'ils ont 35 ans et tout, parce que je sais pas quel âge avait Travolta, ni quel âge avait Bidule, là. Non, Nancy Allen, justement. Ah, on est toujours sur le carré. Je suis revenu là-dessus. Moi, j'étais retourné dans les 50. Il avait 29 ans, je sais pas. Et c'est vrai que tous ces trucs font que pour nous, Européens, on a toujours un petit... Enfin, ils sont toujours très très matures quelque part pour leur âge, quoi. Et puis par exemple, alors vous allez dire que je suis crade, mais par exemple Chris arrive à parler en faisant des fellations, ce qui est pas tout le monde ne sait pas faire ça, par exemple. Donc on voit une certaine expérience. Et tant que je suis dans les trucs complètement cons, vous avez remarqué que José Garcia fait partie de l'équipe des filles. Oh non, c'est gratuit. Ah oui, mais il est très beau, José Garcia. Quand ils sont dans le gymnase. C'était tellement José Garcia. J'ai jamais vu Quentin rire comme ça. J'ai trouvé ça. Je m'en souvenais pas de ça. J'ai dit merde, qu'est-ce qu'il fout là? Enfin, il était pas né encore. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'était gratuit, mais bon, c'était noté là. Il fallait à tout prix que je le dise. Si c'est écrit, il faut le dire. Et j'ai pas tout dit. Hein. Non, mais je crois que. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas d'autres saloperies à dire. Coupe. Non, je sais plus t'es quel numéro. Coupe, il va parler. Il y a autre chose. Je sais pas si ça vous a fait le même effet. Moi, j'ai été obligé de fermer les yeux à un moment dans les effets, enfin la mise en scène et tout. Le truc qui n'en finit pas où ils dansent, Carrie et Tommy dansent et que la caméra fait un travelling circulaire dans l'autre sens, ça fout la germe quand même, parce que ça dure fastoche 1 minute 30, je pense. Ouais. Oui, c'est long, c'est un peu longué, ça met ouais. pas bien. C'est pour rentrer dans leur petite rêverie. On les enferme dans une bulle où la caméra tourne autour d'eux, comme pour les. Bon, stop. Je me suis auto-soulé. Comme pour les embrasser de cet amour qui n'aura pas lieu, puisque... Oui, bien sûr. Mais c'est très bien, en fait, Carrie, au final. Mais je crois que c'est... Je le redis, mais je crois que c'est un plus beau teen movie que ce n'est un très bon film d'horreur. Ouais, voilà. Je suis assez d'accord. Je le formulerai comme ça. J'ai toujours été très touché par le personnage, même si la fin cruelle me dérange un petit peu, mais pour moi, ça incombe plus à la responsabilité de Stephen King que je n'aime pas. En tant qu'auteur, voilà. Oui, on en reparlera. Wow. Moi, j'aime pas du tout Stephen King. Il y a des romans de lui que je trouve plutôt réussis, mais par ailleurs, j'aime pas du tout sa vision du monde et des gens. Après, il a tellement écrit que je pense qu'il y a aussi une évolution. Bon, bref, oui, on en Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. J'ai lu pas mal de ses premiers romans. J'ai lu un peu comme des Bram derniers. Stoker. Comme Dracula, qui est un très bon Stephen King. Non, franchement, j'ai vraiment cette fois, j'ai vraiment lu Promis. Après, il y a des trucs que j'ai oubliés, mais par ailleurs, Carrie, le roman est assez intéressant. Il y a tout un truc sur les flashbacks. En même temps, on est du point de vue de justement Sue. Pour le coup, je crois. À vérifier. Là, c'est la gentille, c'est ça. Je crois que le roman est plus de son point de vue. Elle raconte ce qu'elle a vécu, alors que le film, pour le coup, est plutôt du point de vue de Carrie. Et on a accès à plein de moments de l'intimité de Carrie. N'hésitez pas à vérifier. J'ai dit je crois. Je m'arrête là-dessus, voilà. Comme ça, je suis sûr de pas dire trop de conneries. Jeunes gens, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur Carrie au bal du diable? Non, voyez-le. Oui, voyez-le. Où est-ce qu'il était, ce brave... Il fallait le payer. J'ai dû payer encore. Scandale. Cette putain d'émission, elle commence à me coûter cher. J'ai un vieux DVD que j'ai. Oui, t'as toujours des vieux DVD, sauf que bon, on se voit pour enregistrer les émissions et donc pour se passer les DVD, c'est la merde. Voilà. Et donc accès aux coulisses voilà. et aux engueulades. Donc VOD 3 €, je sais pas combien, sur n'importe quelle plateforme de merde. Ouais, sur Canal. Pardon. Avez-vous des recommandations? Oui, je recommande Fury de Brian De Palma, qui est sorti juste après, et dans lequel on retrouve John Cassavetes. Tiens, mais c'est incroyable, parce que récemment il y a un livre qui est sorti sur John Cassavetes. Surprise. Mais voilà, c'est juste, ça me fait rire parce que dans le film suivant il y a John Cassavetes et Quentin, qui se trouve à côté de moi, a sorti un livre sur John Cassavetes il y a pas longtemps. Qui est très très beau. Voilà, c'est tout. C'est et en plus il y a John Cassavetes qui explose dans... Merde, j'ai oui. spoilé.
Exact. Mais c'est drôle. Et il y a justement Amy Irving qui joue Sue, donc la brune qui finit par être gentille et machin, qui est le rôle un peu principal de Fury. Peut-être pas principal parce que c'est qui déjà le. Il y a Douglas, non ouais, il y a Douglas. Oui, Ouais. Kirk. Michael. Oui, Kirk Douglas. Non, Kirk Douglas. Ouais, je sais plus, il y a un Douglas. Un Douglas. Douglas Fairbank, je crois. Oh là là. Eh ben, alors, moi, tiens, je fais une recommandation, même si je l'ai pas lu, donc c'est un peu con, mais parce que, voilà, tu voulais pas faire celle-ci. Non, Non, c'est vas-y, bon. bah non, je l'ai pas encore. Dans les livres qui sortent, et là qui est sorti encore plus récemment que celui sur John Cassavetes, le livre Kate Winslet, la discrète, donc de Jacques Demange, encore chez Leitmotiv, toujours chez Leitmotiv. Je l'ai pas encore lu, mais ça fait bien plaisir d'avoir un livre sur Kate Winslet. Je pense que ça devrait être très bien. Ça peut pas être autrement puisque ça parle de Kate Winslet. Et Quentin a eu la gentillesse de me l'offrir. Donc Cœur quand j'aurai... avec les doigts. Bien sûr. Et donc quand j'aurai fini de lire son livre, je m'attaquerai à... Je Kate note que Winslet. je n'ai rien eu. Le truc en direct. Ok, je quitte la table. Au revoir. Ouais, parce que le livre, je l'ai bouquiné, elle fait je l'ai le livre. Tu t'es bien gardé de me dire que c'est Quentin qui t'a Je l'ai... offert. Mais si, je l'ai dit tout à l'heure. Ah ouais, non, je crois qu'on est marre. Moi, j'ai eu Mort. que chi. Voilà, c'est vrai. C'est vrai qu'on a peut-être, on a manqué à nos devoirs, tu crois? On va lui faire un câlin. En vrai, il y a vraiment des conflits d'intérêts qui se posent dessinent, parce ouais. que un des cadeaux que m'a fait récemment Lénis, c'était un livre de Quentin. Bah oui, en plus. Oh, franchement, il y a le truc du commerce, là, la chambre des commerces qui va nous tomber dessus. Ouais, on se sent mal tout à coup. Tu voulais proposer quoi? Vas-y. Changeons de Moi, sujet. je voulais proposer, oui, Aux c'est pas, éditions Leitmotiv. c'est pas très original, mais je repensais à mon film préféré de Brian De Palma, pardon, qui est Phantom of the Paradise, que j'aime beaucoup, qui est presque intégralement en split screen. Non, pas du tout. Non. Il y a beaucoup de scènes en split screen que j'aime des beaucoup. scènes très marquantes. Et voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Je crois que je serais même incapable de le pitcher parce que ça Tu fait longtemps que m'étonnes. je l'ai pas vu. En gros, Par c'est une contre, relecture du fantôme de l'opéra, ouais, de rock, C'est ça. dans voilà. le monde De la paillette. Voilà. Ouais, Très bien dit. disons ça. Et il y a un deuxième film que j'ai découvert cette année, et je fais des bisous à mon amie Léa qui me l'a conseillé, c'est 10 bonnes raisons de te larguer, par Jill Junger. Brian Et- De Palma. C'est pour le coup, là, on est vraiment sur du teen movie, hyper drôle, hyper simple et tout. Et c'est avec cet acteur qui est mort très jeune, mais qui a vraiment une très belle bouille et qui joue très bien. Heath Ledger? C'est possible que ce soit lui? Oui, c'est possible. Joker, Batman. Oui, voilà, avec Heath Ledger. Et voilà, c'est un petit film qui se regarde sans fin. Acteur surcoté s'il en est. Non. Oh là là. Allez, on termine là-dessus parce que je suis d'accord. Bonne soirée. Non, Ça a bon dos de mourir jeune, hein, ça. Oh là, t'es dur. C'est comme James Dean, on en a parlé. Je la ne dernière fois. cautionne Non, plus. je préfère Heath Ledger. Ne serait-ce que parce qu'il a fait le Ang Lee, où c'est quand même un très beau film. Brokeback Mountain. Ah Brokeback oui, Mountain. c'est vrai, c'est vrai. Mais il est plus intéressant là-dedans, à la limite, que dans le Joker, où on en a fait tout un cinéma. C'était le Joker en direct d'ouvert pour inventaire. Oh là là, Retour au studio. Enfin, cela dit, l'autre Joker avec l'autre con, là, qui est un mec de l'EF, c'est pas mieux, hein. Joaquin Phoenix? Ah oui, Joaquin Phoenix, je le déteste, lui. Ouais, moi, De toute façon, je déteste Joker, moi, donc. Allez, voilà! Allez, on se termine sur de la haine gratuite. Rien à voir avec Carrie, rien à voir avec Stephen King. Bah si, la haine, justement. De Mathieu Kassovitz. Oh, putain. Stop! Oh, tu la coupes, c'est- cette émission? Ok, bon bah, Allez, speed, stop. on vous souhaite une bonne fin de journée, À une bonne bientôt. fin de soirée. Au revoir. Et désolé pour ça. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.